Alors, on commence le troisième cours de cette série. Et d'abord, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit de les deux premières séances? Parce qu'on m'a rappelé que je ne pose pas cette question au début comme je devrais. Donc, voilà. Pas de questions? Vous pouvez demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur LHC, détecteur, etc. Rien? Je vais finir par croire que Oui, vas-y. Voilà. Le set de détection avec son filtrage d'un phénomène sur 1 million, ou 1 milliard, il doit être terriblement biaisé. Et justement, je vais en parler de ça un peu aujourd'hui. Si tu veux, oui. Justement, comme on ne peut pas enregistrer, il y aura à peu près, comme je dis, 800 millions de collisions par seconde, à peu près. D'accord? Donc, lorsque le LHC marche en pleine énergie, en pleine luminosité, pour l'instant, c'est un facteur 10. Mais ce sera à peu près ça. Donc, il n'y a pas question d'enregistrer tous ces événements. On doit faire un choix. Et ce choix s'est fait par une électronique ultra rapide. En fait, ça c'est la partie du détecteur que je connais le moins bien, parce que je connais la science. La très moderne, je ne connais pas très bien. Alors, et c'est justement ce qu'on appelle le Data Acquisition System, le DAC. Alors, là, on met certains critères que je vais essayer d'en parler. Et on déclenche l'enregistrement, donc le détecteur, si ces critères sont satisfaits. Et on va voir quel genre de critères. Et comme tu dis, on biaise les événements qui ne satisfont pas ces critères ne sont pas enregistrés du tout. Alors, je vais parler de ces critères probablement aujourd'hui, j'espère, au moins, si j'ai le temps, d'accord? Mais peut-être je peux commencer par parler de ça. Il est clair que si on fait une telle machine, ce n'est pas pour étudier la physique qu'on connaît déjà. C'est pour découvrir, c'est vraiment une machine frontière. Donc, on veut explorer les nouvelles frontières au-delà de celles qu'on a déjà vues. Donc, nouvelles frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit ces nouvelles frontières aussi bien en énergie qu'en luminosité. Ça veut dire soit des événements qu'on n'avait pas la capacité énergétique de produire, des particules, en gros, très lourdes qu'on ne pouvait pas produire jusqu'à maintenant, soit des événements très rares. D'accord? Donc, le critère de choix sera ces deux choses. Alors, si tu produis, par exemple, une particule très lourde, tu as une collision et tu produis une espèce de pagaille indescriptible avec des tas de particules secondaires. En moyenne, c'est entre 100 et 200 par collision, n'est-ce pas? Mais comme tu auras plusieurs collisions par déclenchement, tu auras plusieurs centaines de particules qui se baladent un peu partout. La plupart de ces particules sont essentiellement de Bremsstrahlung entre guillemets, parce que ce n'est pas des photons, mais c'est quand même des particules qui sont émises comme le Bremsstrahlung, ça veut dire suivre le faisceau. Donc partent vers l'avant, enfin, dans les deux directions comme ça. Donc, et si tu as une particule lourde qui est produite, cette particule qui probablement n'est pas stable, si elle est très lourde, elle se désintègre, elle va donner des produits de désintégration qui ont probablement un moment transverse assez grand. Donc, un des critères qui est probablement le plus important, c'est d'avoir des événements à grand moment de transfert. Tu vois? Donc, c'est pour ça que tu as ces détecteurs qui couvrent tout. Donc, tu déclenches sur, par exemple, un des critères, ce n'est pas le seul, on va parler d'autres, des grands moments de transfert. D'accord?
Donc ça te signale quelque chose d'anormal, de nouveau, que normalement la physique que tu connais ne te permet pas de... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire grand? C'est là où le critère commence à être... bon, si c'est comme ça, c'est grand, bien sûr. Si c'est comme ça, quel angle, à partir de quel angle tu vas décider que c'est un grand moment de transfert? Et pour ça, tu dois avoir un bon modèle de ce que la physique que tu connais déjà, donc la chromodynamique quantique essentiellement, les interactions fortes produisent. Tu vois? Et c'est là où justement ce genre de calcul extrêmement poussé que j'avais dit la dernière fois, tu dois le faire pour justement contrôler parfaitement les événements que tu appelles connus, qui sont le bruit de fond. En fait, il ne faut pas oublier que les découvertes d'aujourd'hui sont la calibration de demain et le bruit de fond d'après-demain. D'accord? Donc, tous les grandes découvertes, le gluon par exemple, qui était les grandes découvertes des années 80, c'est le bruit de fond aujourd'hui. Il y en a plein, mais on ne sait pas quoi faire parce qu'il y en a tellement. D'accord? Mais c'était la grande découverte à cette époque-là. Tu vois? Donc, il faut pouvoir calculer de façon très précise ce que tu connais déjà. Et ça, c'est pas trivial. Les gens ont développé des techniques de calcul qui permettent de faire ça. Donc, tu vois, donc tu as des critères qui, en gros, te disent que c'est quelque chose qui n'est pas déjà prévu. Voilà. Et il y en a plusieurs comme ça, et on va en parler. Ça dépend de qu'est-ce que tu as derrière la tête, bien sûr. D'accord. Et il y en a justement, comme il y a 4 expériences, en fait, une qui est heavy ions, qui est ion lourd, donc c'est un peu à part. Mais les 3 autres visent, il y a 2 qui sont, disons, généralistes, une autre qui a une physique très particulière. Donc, en principe, ils essayent de couvrir tout ce qui est humainement possible à deviner. Mais ce que tu dis est vrai, on ne peut pas enregistrer tout, et on essaye d'enregistrer ce qui peut être intéressant, voilà, avec certains critères qu'on va parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors donc, aujourd'hui, il n'y a pas de projecteur, comme vous avez vu. Donc, pas de jolies photos, pas de films, rien. Ce sera uniquement sur le tableau. Et je serai obligé d'écrire pas mal d'équations sur le tableau. Donc, je vous demande de faire attention un peu. Mais vous savez, la physique, ce n'est pas uniquement de jolies photos. Il y a des calculs qu'on doit faire. Et pour ça, je le dis pour les jeunes qui sont ici, il ne faut pas croire que c'est uniquement des choses comme ça. Bon, alors, il y avait une notion que j'avais introduite au tout premier cours, que je vais répéter parce que ce sera l'idée centrale, disons, d'aujourd'hui, c'est que la connaissance de la physique à une échelle d'énergie donnée, qui est essentiellement déterminée par les appareils que nous avons aujourd'hui, les accélérateurs, etc., qui sont en fonction aujourd'hui, nous permet de deviner vaguement, pas de façon précise, ce qui se passe un peu au-delà. Ça, c'est la magie de la théorie des champs, n'est-ce pas? Qui, en fait, c'est la théorie des champs fait cette magie explicite, mais c'était déjà je vous ai donné l'exemple de Yukawa, lorsque, par la connaissance des forces nucléaires, du rayon d'action des forces nucléaires, a pu deviner l'existence du maison Pi, du maison de Yukawa, n'est-ce pas, qui est celui qui est responsable des interactions fortes des forces nucléaires. Donc il a pu deviner l'existence d'une particule, et pas seulement d'une particule, mais tout un mécanisme de transmission de force par la connaissance uniquement des structures nucléaires, qui est des connaissances de très basse énergie. N'est-ce pas? Il a pu deviner quelque chose qui était inaccessible aux énergies de l'époque. Et donc c'est à peu près
la même démarche, sauf que maintenant nous disposons de moyens de calcul plus puissants, donc on peut un peu affiner ce genre de prédiction. D'accord. Donc, pendant la première séance, je vous avais montré des courbes qui montraient que les données que nous avons aujourd'hui, surtout par les expériences d'ILEP, qui était l'accélérateur qui était sur le tunnel d'ILHC avant la construction d'ILHC, qui était un accélérateur électron-positron, mais aussi du Fermilab, qui fonctionne encore près de Chicago. Alors, les données de ces expériences nous montrent qu'il y a une nouvelle physique qui serait accessible aux énergies d'ILHC. On ne sait pas très bien les détails de cette nouvelle physique. La paramétrisation de cette ignorance la plus simple que nous disposons, c'est ce qu'on appelle le boson de Higgs. Donc la première idée, et vous vous souvenez des courbes qui vous montraient que si vous supposez que le Higgs, vous ne pouvez pas pousser le Higgs aussi loin que possible parce que vous n'arrivez plus vous serez en désaccord avec les données existantes. Les données existantes pour mettre des limites supérieures à la masse, d'abord des limites inférieures parce que vous ne l'avez pas vu, mais aussi des limites supérieures. Vous ne pouvez pas être plus lourd que quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est de l'ordre, disons, 200 G Van Gogh. N'est-ce pas? C'est moins. Donc, s'il y a un Higgs, il pèse moins que 200. Et plus que 114, parce que 114, c'est la limite expérimentale actuelle. Donc, c'est entre ces deux choses. Et actuellement, le Fermilab est en train de descendre cette limite supérieure aux alentours de 160 ou 150. Ça veut dire on restreint de plus en plus la fenêtre dans laquelle on va probablement découvrir. Ça ne veut pas dire que le Higgs est certainement là. Parce que, je répète, cette connaissance nous permet de paramétriser d'une certaine façon. Mais c'est la façon la plus simple de paramétriser cette ignorance. Peut-être qu'il y a d'autres modèles, et je vais en parler un peu, qui n'ont pas le Higgs comme ça, mais ils ont d'autres nouvelles physiques plus compliquées. Higgs, c'est le plus simple. Donc, je vais d'abord parler de Higgs, qui est, nous pensons tous que c'est justement comme c'est le modèle le plus simple, probablement sera là. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on attend en plus. D'accord. Donc, première question, c'est le Higgs. Alors, pour ça, je dois parler un peu, écrire quelques équations sur le tableau pour vous montrer quel est le mécanisme de Higgs dans le détail et quelle sera donc la signature de ce boson. Et en partie, donc, je vais répondre à ta question. Pourquoi on espère que s'il est là, on va le trouver. Et on va le trouver pas tout de suite. Comme vous allez voir, Higgs n'est pas facile à découvrir. Il sera justement enterré dans un bruit de fond énorme et il va falloir 2-3 ans de travail très très détaillé, surtout une connaissance parfaite des détecteurs, de la performance des détecteurs, pour arriver à dénicher vraiment le signal dans un bruit de fond énorme. Alors, Higgs. On avait parlé de théorie de jauge et on avait dit le plus simple, c'est l'électrodynamique. C'est une théorie de jauge et l'électrodynamique a un champ du photon. Je vais utiliser maintenant la notation relativiste. N'est-ce pas? Donc, notation relativiste, ça veut dire les vecteurs sont des quadrivecteurs. Composante 0, c'est la composante du temps, et 1, 2, 3, c'est la composante d'espace. D'accord? Donc, à partir de maintenant, ce sera la notation relativiste. Donc, le photon, c'est un champ en mu de x. A0, c'est le potentiel scalaire, donc Coulomb. Et A1, A2, A3, mu prend des valeurs 0, 1, 2, 3. Donc, 0, c'est le potentiel scalaire. Et 1, 2, 3, c'est le potentiel vectoriel. Donc, en mu,
de X, c'est le champ du photon. Et les équations de Maxwell sont reproduites si, dans le vide, qui est le cas le plus simple, si vous prenez une densité lagrangienne, L égale à moins un quart F muni carré. Carré, ça veut dire mu ni en haut, c'est ça. Somme sur nu, et F muni est égal D en mu sur dx nu, sur dx nu, comme je l'ai mis ici. Pardon, non, c'est mauvais ici. Ni en haut, ni en haut, comme je l'ai écrit ici. Moins de l'autre côté, D en nu sur dx nu. Voilà. D'accord. Pardon? Pardon. Ni en haut, ni en haut. Ni en haut, ni en bas, pardon. Non, parce que ça, c'est... Bon, mettez les deux en haut, comme c'est mieux, et mettez à ce moment-là celui en bas. Ça, c'est mieux. D'accord. Voilà. Bon, alors, donc, si vous prenez cette Lagrangien, vous reproduisez les équations de Maxwell que tout le monde aime et respecte. D'accord. C'est nos équations de Maxwell. Et si vous voulez les reproduire avec des sources, vous n'avez qu'à ajouter ici un terme, un courant J mu, en mu. N'est-ce pas? C'est un courant. Et de nouveau, 0 composante, c'est la densité de charge, et 1, 2, 3, c'est la densité de courant. D'accord? Donc, si vous avez ça, vous avez les équations de Maxwell en présence de sources. Alors, maintenant, on dit que ça, c'est une théorie de jauge parce que si vous prenez cette partie du Lagrangien, justement celle-là, c'est invariant lorsqu'un mu va en mu moins 1 sur E, mais bon, l'1 sur E, je le mets par toutes les raisons historiques, de mu lambda. Une fonction quelconque scalaire. Comme vous avez, ça c'est antisymétrique, n'est-ce pas, vous avez les deux, si lambda est scalaire, les deux sont bons. Et ça, c'est l'invariance de jauge déjà de Maxwell. Je ne sais pas si Maxwell a déjà parlé de cette invariance dans son jeu, j'ai l'impression que non. Ça a été formulé après. Maxwell a utilisé, bon, certainement pas la notation relativiste parce qu'il n'y était pas, mais aussi la notation avec champ électrique et champ magnétique. Donc c'était F mini, vous pouvez l'écrire comme une matrice 4 par 4, il y a le champ électrique ici et là, et le champ magnétique là et là. Donc c'est Donc ça c'est l'invariance de jauge qui laisse F mini invariant, donc le champ électrique et le champ magnétique invariant. Donc la quantité physique mesurable invariante. Alors, une remarque. Ça c'est une théorie de champ classique, c'est la première théorie de champ que les étudiants apprennent en classique, n'est-ce pas, c'est celle-ci. Nous, on va parler surtout ici de champ classique, mais je vais faire une excursion dans le domaine quantique pour l'instant. Dans une théorie quantique de champ, j'ai envie d'interpréter. Vous voyez, ça, c'est des termes qui sont bilinéaires dans le champ, mais qui contiennent toujours des dérivés du champ. Donc, je vais appeler ce genre de terme énergie cinétique. Pourquoi? Parce que si c'était une théorie classique, mécanique classique, c'est le dérivé, n'est-ce pas, Q point, qui est l'énergie cinétique. Donc, je vais appeler tous ces termes-là énergie cinétique. D'accord? Qui sont donc des termes qui sont bilinéaires dans le champ, mais qui dépendent uniquement des dérivés dans le champ. S'il y avait un terme, il n'y en a pas ici, en mu,
Donc, bilinéaire dans le champ, n'est-ce pas? Mais sans dérivé, je vais l'appeler terme de masse. Parce que dans une théorie quantique, on aurait donné une masse au photon. Comme le photon a une masse nulle, il n'y a pas de terme comme ça. Et vous voyez bien que ceci tombe juste parce que ce genre de terme ne serait pas invariant sous cette transformation. Donc on dit souvent, on va voir que c'est un peu faux sur le bord, mais on dit souvent que les variances de jauge impliquent la masse nulle du photon. D'accord? C'est vrai que si je vais écrire une théorie qui a cette invariance-là, je ne peux pas mettre ce terme. Parce qu'il n'est pas vrai. D'accord? Donc, voilà. Alors, maintenant, donc ça c'était la théorie de jauge, je vous rappelais qu'est-ce que c'est. Deuxième point, je vais parler du problème de symétrie et aussi de brisure de symétrie. Et pour ça, je vais prendre une théorie plus simple, qui n'a pas de champ de photons, ni indice, ni machin qui complique les choses. Je vais prendre une théorie scalaire, où il y a un champ scalaire. Donc, considérez un champ scalaire phi de x, complexe, donc je fige le phi étoile, et j'écris une densité lagrangienne avec phi et phi étoile. C'est un exercice académique pour l'instant. Après tout, nous sommes dans un milieu académique, donc on a le droit. Donc pour l'instant, ne me demandez pas en quoi ça sert ce genre de choses. D'accord? C'est un exemple. Alors, je prends donc une densité lagrangienne qui a cette forme, demi. J'écris demi pour écrire demi, pour ne pas écrire chaque fois ça, c'est égal à d sur dx mu. L'opérateur dont j'ai écrit demi. Demi phi étoile, moins m carré phi étoile. Je mets une masse ici, pas de raison de ne pas en mettre, il n'y a pas de variance de jauge ici. Et moi, je même continuer, disons lambda phi étoile au carré. Je pourrais continuer à mettre d'autres termes aussi, mais je m'arrête ici. D'accord. Il y en a suffisamment. Pardon? Et carré. Voilà. Donc, j'ai pris soin de mettre uniquement le terme phi étoile, parce que je vais garder une symétrie qui est phi va en puissance 6 θ phi. Donc, je prends des bilinéaires phi étoile. D'accord. Bon. Ça c'est une théorie classique de champ, mais si je voulais, j'appelle ça L1 parce qu'il y aura un L2 tout à l'heure. Si j'avais l'intention d'écrire ça comme théorie quantique, j'aurais envie d'interpréter ces paramètres m carré comme la masse du quantum correspondant. D'accord? C'est pour ça que je écris m carré. Mais pour l'instant, c'est une théorie classique. M et lambda sont des paramètres quelconques, qui n'ont absolument aucune signification particulière. Alors, donc, j'ai cette... je peux essayer, en classique, de trouver la configuration du champ, donc la solution des équations du mouvement. Et bon, l'équation du mouvement par là, si je prends n'est-ce pas, si je fais la variation standard, c'est demi phi plus m carré phi plus ici ce sera 4 comme je l'ai écrit comme ça, c'est ça, je prends phi no 2 lambda phi étoile égale à 0. D'accord, donc ça c'est l'équation du mouvement par ça. Je dis si je vais chercher la solution des équations du mouvement qui minimise l'énergie. Ça c'est instant, je peux calculer à l'hamiltonienne, je vais trouver le minimum de l'énergie. Un exercice tout à fait standard qu'on peut poser à un examen, par exemple. C'est standard.
Donc, le Lagrangien ici, H, densité Lagrangienne, ben, vous savez qu'est-ce que c'est. Je dois prendre ici la composante 0 d'abord, séparer composante 0, composante d'espace, bon, faire Q moins, P moins, etc. Donc, si vous faites cet exercice, très simple, vous trouvez que le Lagrangien, c'est égal à D0. Ici, je dois distinguer 0 et I parce qu'ils viennent dans l'hamiltonienne, c'est différent. D0 phi étoile. Ici, ça n'a plus besoin d'écrire, il n'y a pas de sommation, donc je le mets plus. Plus phi étoile, ça c'est le composante I, la dérivée 1, 2, 3, plus m carré phi, plus, phi étoile, plus lambda phi étoile carré. Ça, c'est la densité lagrangienne. Et la densité hamiltonienne, pardon. D'accord. Alors, je cherche la solution des équations du mouvement qui minimise H. Vous voyez, le truc, c'est que ça, ces deux termes, au départ, sont définis positifs. Donc, le mieux que je peux faire, c'est de le rendre zéro. Je ne peux pas le rendre négatif, puisque son carré de... Donc, tout ce que je peux faire, c'est de le rendre zéro. Pour le rendre zéro, je dois choisir phi constant. Donc, la configuration qui va minimiser l'énergie, ce sera phi constant. Ça veut dire indépendant de x et de t. D'accord? Mais qui minimise ces polynômes, que je vais appeler V pour V de phi, dans le sens que ça, c'est l'énergie cinétique, et ça, c'est l'énergie potentielle. Donc, c'est V de phi. Donc, je vais minimiser. Donc, tout ce que je dois faire, c'est de considérer cette fonction de phi maintenant pour phi constant et minimiser cette fonction. C'est tout. Et j'ai la solution. Est-ce que ceci est clair? Donc, bon, voilà, c'est un polynôme, c'est très simple de trouver le minimum. Il y a une question, je vois des questions. Et je vois les questions si je vois des yeux qui sont un peu... Voilà. Alors, allez-y, vous avez une question. Si, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez. Non? Ça va? Tout est clair? Bon, très bien. Donc, je dis, si je prends donc je dois minimiser V comme fonction de phi. Donc, phi, c'est une variable complexe. Donc, il y a par exemple ici, appelons phi 1, phi 2, le 2, et ici c'est V. D'accord, donc voilà, je dois tracer ça. Alors, pour phi égale à 0, V est égal à 0, donc je commence ici. Si je veux avoir un minimum, il vaut mieux que lambda soit positif. Si lambda est négatif, il n'y a pas de minimum, parce qu'il est clair que si lambda est négatif, il suffit de prendre phi suffisamment grand, tout va se disparaître à moins infini, donc pas d'état fondamental du système. Donc je choisis lambda positif. D'accord. Alors si lambda est positif pour grand phi, le potentiel monte comme ça quelque part. Pardon. Et ici, pour petit phi, tout dépend du signe de m carré. Vous vous souvenez, je dis m carré est un paramètre. Ne pensez pas que c'est forcément positif parce que je l'ai écrit comme carré. J'aurais pu très bien écrire alpha. J'aurais dit d'ailleurs. M carré est un paramètre quelconque. Donc, si m carré est positif, en effet, le potentiel a cette forme ici, et le seul minimum, c'est le point phi égal à 0. Et phi égal à 0, vous voyez bien, c'est justement le seul
la seule valeur de phi constant qui est invariante par changement de phase. Si vous prenez n'importe quelle constante, si vous changez de phase, c'est plus la même chose. Donc la seule solution symétrique qui respecte la symétrie, c'est phi égale à 0. Et vous l'avez, cette solution, bien sûr, toujours. Maintenant, supposons, ça c'est pour un carré positif. Supposons que vous avez la mauvaise idée, ou bonne, ça dépend, de choisir un carré négatif. Alors, si un carré est négatif, au départ, vous partez comme ça. Près de 0. Et évidemment, plus tard, si vous, pour phi plus grand, c'est le terme phi 4 qui l'emporte, et vous revenez comme ça. Et toujours, il faut voir ça comme un cercle, par révolution, sur le plan phi 1, phi 2. Donc, vous voyez que dans ce cas, la solution symétrique phi égale à 0 devient un maximum local. Ce n'est pas un minimum. Et vous avez un cercle de minima qui se trouve à une distance, à un rayon V, qui dépend de lambda et d'un carré, bien sûr. D'accord. Lambda est proportionnel à racine carrée de moins m carré. Et moins m carré maintenant, c'est positif parce que je choisis m carré négatif. D'accord. Bon, alors, on appelle ce phénomène brisure spontanée d'une symétrie. Et vous voyez bien que maintenant, tout d'un coup, j'ai la solution stable, qui correspond évidemment à celle-ci, ce serait, il y a un ensemble de solutions. Je peux choisir n'importe quel point de ce cercle. Par exemple, supposons, bon, je fais la projection sur le plan, phi 1, phi 2. Donc ici, c'est phi 1, par exemple, je prends phi 1 ici, phi 2 ici. D'accord. Alors, donc ici, c'est le cercle. Et je peux choisir n'importe quel point, par exemple celui-là. D'accord. Et je peux écrire donc mon champ phi comme égal à 1 sur racine de 2. V c'est ça, n'est-ce pas? V plus phi 1, plus I phi 2. Et alors, si je fais ça, je peux remplacer ça ici, et j'obtiens un L2, qui est égal à ta, vous mettez partout au lieu de phi ça, et vous trouvez une expression. D'accord. Je vais insister sur le fait que L1 et L2 décrivent la même physique, c'est la même théorie. J'ai changé de variable, je n'ai rien fait d'autre. Ça, c'est un changement de variable. Et un changement de variable ne peut pas changer la physique. Ça veut dire, si j'étais capable de résoudre les équations de mouvement, par exemple celle-ci ou la correspondante que j'obtiens avec phi 1 et phi 2, n'est-ce pas, exactement, d'avoir des solutions exactes, j'aurais trouvé exactement la même chose, indépendamment de si je commence par L1 ou par L2. N'est-ce pas? Je ne fais que changer de variable, rien d'autre. Hélas, je ne suis pas capable de résoudre ces équations. Donc, je dois faire des méthodes d'approximation, qui sont, par exemple, les perturbations que j'avais parlé. Alors, 2, et là, l'équivalence n'est plus garantie. Parce que vous pouvez avoir deux Lagrangiens qui sont équivalents si vous cherchez des solutions exactes, mais si vous commencez à faire des perturbations dans l'une ou l'autre, vous trouverez des résultats différents. En particulier, si vous commencez avec l'm carré négatif, si vous commencez à faire la perturbation en prenant cette partie comme non perturbée et ça comme perturbation, il est clair que vous allez trouver n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous faites des perturbations autour de ce point ici, qui est un maximum. Et la perturbation n'est pas faite pour perturber autour de maxima, parce que vous allez tomber dans le... Dès que vous faites la moindre perturbation, vous partez de votre état de départ. D'accord? Donc, il est clair que, je dis, en perturbation, il y a des
tout est équivalent, mais certaines sont plus équivalentes que d'autres. D'accord. Donc, en perturbation, il y a des formulations du problème qui se prêtent davantage que d'autres. Donc, je prétends que pour un carré négatif, peut-être qu'il n'y a aucune formulation qui est bonne. Je ne prétends pas que j'ai une preuve qu'une formulation est forcément bonne et l'autre forcément mauvaise. Peut-être que toutes les deux sont mauvaises. Mais il y a une qui est mauvaise de façon évidente et une autre qui peut être bonne. Donc je choisis celle-ci. D'accord. Ça, c'est l'idée de brisure spontanée de symétrie. Alors, ingrédient supplémentaire, si je mets les deux choses ensemble, trop de temps. Alors, si je mets les deux choses ensemble, ça veut dire si je mets la théorie de jauge et ce phénomène ensemble. Que dois-je faire? Bien, pour faire la théorie de jauge, il suffit, l'électrodynamique, disons, scalaire, il suffit de remplacer par tous les dérivés que j'ai ici par les dérivés covariantes. Ce qu'on avait fait la dernière fois, vous vous souvenez. Là, pas la dernière, l'avant-dernière. Donc, je dois remplacer ici le demi par demi égale à demi moins I E ami appliqué à phi. Et demi ici, comme c'est phi étoile, ce sera demi plus I E ami appliqué à phi étoile là-haut ici, appliqué à phi étoile. Et ajouter le moins un quart en plus, F mini carré. Voilà. D'accord. Donc, avec cette recette qu'on avait établie le premier cours, je passe d'une théorie qui a une symétrie globale à une théorie qui a une symétrie locale où maintenant θ est une fonction arbitraire de x. D'accord. Alors, je refais la même machine. J'ai réécrit l'hamiltonien, j'ai dit quelle est la configuration de champ qui minimise l'hamiltonienne. J'ai exactement la même chose. La même figure ici, avec m carré positif, c'est ça, m carré négatif, c'est ça. Et je dis, si m carré est négatif, je dois faire ces changements de variables, et je le fais ici. Alors, je vous laisse le soin de refaire ce calcul, c'est un calcul simple. Alors, si vous le faites, c'est vraiment de l'algèbre accessible au niveau troisième, probablement. Quelque chose comme ça. Ben oui, troisième, je dis parce que c'est uniquement algébrique, c'est rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de... Non, il faut le dériver, il faut un peu plus. Donc, première. Disons, accessible en première. Donc, voilà. Et donc, si vous faites ce calcul, vous trouvez qu'il y a un terme en particulier. Vous voyez bien que si vous remplacez phi quelque part par v, il y aura, parmi d'autres, il y a toute une flopée de termes, mais parmi d'autres, il y aura un terme E carré, si vous prenez les deux ici, E carré, V carré, ami, ami. D'accord? Si vous prenez phi ici, V, et phi étoile V, aussi, il y aura ça. Donc, du coup, votre théorie vous a craché un terme qui n'était pas là au départ, qui était ami carré, donc comme un terme de masse pour le photon. D'accord? Donc voilà le sens du mécanisme de Higgs, c'est ça. C'est que vous avez produit, vous avez donné des masses à votre boson de jauge qui était au départ de masse nulle. D'accord? Par brisure spontanée de symétrie de jauge. Et si vous, de nouveau, tournez la manivelle, vous allez trouver que le champ phi1 que vous avez ici reste, c'est un champ scalaire, et c'est celui que tout le monde cherche finalement au LHC. N'est-ce pas? C'est la trace de ce mécanisme. Le champ phi2 sera bouffé par le mécanisme. Je ne veux pas il va disparaître de la bagarre à la fin si vous faites le calcul. Mais le champ phi1 va rester. Et c'est celui que tout le monde cherche. Il va, dans une théorie quantique de champ, un champ produit une particule. Donc, c'est le champ qu'on cherche. C'est la trace de ce mécanisme. D'accord. Bon. Alors,
Comment est-ce qu'on va le trouver? Il doit être lourd parce que sinon on l'aurait vu. Les limites expérimentales, je vous dis, c'est 114 GeV qui viennent du LEP. LEP 2, c'était 114 GeV. Donc c'est plus lourd que ça. Alors, ça dépend s'il est très lourd ou moyennement lourd. Et c'est ça le problème. S'il est très lourd, s'il est 200 GeV par exemple, bon, les données que je vous avais montrées la première fois favorisent un Higgs relativement léger, aux alentours de 120, 130 par là. Mais, bon, comme la dépendance est uniquement logarithmique, ça peut aller jusqu'à 180. Si il est très lourd, à ce moment-là, c'est justement ce phénomène que je disais. S'il est très lourd, il se désintègre forcément. C'est un scalaire. Donc, la désintégration, c'est isotrope dans son système de repères. Il n'y a pas de spin, donc il n'y a pas de... Donc, comme il est très lourd, il ne bouge pas trop au départ, n'est-ce pas? Donc, il va se désintégrer de façon... Il y aura forcément de désintégration à grand angle. D'accord? Donc ça, ce sera... Mais de désintégration de quoi? Qu'est-ce qu'il va donner? Alors, là, maintenant, vient la deuxième caractéristique de ces Higgs, qui est aussi à l'origine de masses, pas seulement de bosons de jauge, mais aussi des autres particules, en particulier des leptons et des quarks. Alors, comment ça se fait? Bon, dans ce laboratoire, tout le monde sait, et c'est dans ce laboratoire en particulier, que les interactions faibles violent la conservation de la parité. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est bien connu ici. Alors, les interactions faibles violent la conservation de la parité. Ça veut dire que les composantes gauche et droite des champs spinoriels ne se comportent pas de la même façon. Gauche et droite, ce n'est pas la même chose pour les interactions faibles. Donc, au départ, tant qu'on a une théorie symétrique complètement symétrique, en particulier, ce qu'il y a, c'est que seulement les gauches qui participent aux interactions faibles et les droites ne participent pas. C'est un fait expérimental. C'est pas quelque chose qu'on a découvert de façon théorique. C'est un fait expérimental. C'est uniquement ces composantes-là qui participent. C'est justement la façon dont les interactions faibles violent la conservation de la parité de façon maximale. Couple uniquement les gauches et ignore les droites, le vote. C'est un fait. Voilà. Alors, si vous avez un fermion, vous pouvez toujours séparer les composantes gauche et droite, c'est des projecteurs, n'est-ce pas? Un fermion psi de x qui est une solution de l'équation de Dirac, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez définir le psi L gauche et psi R droite, psi étant égal à psi L plus psi R, et le projecteur, c'est ce qu'on appelle le P, le projecteur à L ou R, c'est égal à n demi, 1 plus ou moins gamma 5. Où gamma 5, c'est la matrice de gamma qui est anticommute avec toutes les matrices de Dirac. Bon, c'est un projecteur, bon, on l'écrit comme ça n'a pas d'importance. Les détails n'ont aucune importance, mais vous projetez les composantes gauche et les composantes droite, n'est-ce pas, dans cette histoire. Et c'est uniquement les gauches, les left, qui participent aux interactions faibles. Alors, ça veut dire qu'au départ, puisque vous donnez la masse d'une particule, c'est une combinaison de gauche et droite. Il faut les deux. Ça veut dire que comme vous voulez quelque chose qui est invariant par les interactions, par les groupes des interactions faibles, les gauches et les droites se transforment de façon différente. Donc vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Si vous ne pouvez pas les mettre ensemble, vous ne pouvez pas écrire une masse au départ. Donc au départ, toutes les particules sont des masses nulles, y compris les quarks et les leptons, pas seulement les bosons de jauge. Et c'est le même mécanisme de Higgs qui va produire des masses parce que vous allez écrire quelque chose qui est psi bar L, psi R. Tout seul, vous ne pouvez pas l'écrire, vous devez ajouter le phi. Mais si phi devient V, ça vous produit une masse. Mais vous voyez maintenant que le phi qui donne la masse est couplé au fermion avec une force, une constante de couplage qui est proportionnelle à la masse.
Donc, j'arrive à ta question, ça veut dire que le Higgs va se désintégrer de façon prioritaire aux fermions les plus lourds possibles. Évidemment compatible avec l'espace de phase. Il faut que la masse du Higgs soit plus grande que 2 fois la masse. Alors, si on regarde maintenant la table de particules, les masses sont mesurées. Bon, le plus lourd, c'est le quark top, mais c'est 174 GeV. 2 fois ça, c'est beaucoup trop lourd. Le Higgs ne peut pas aller là. Le deuxième, c'est le quark B. Manque de peau, B est relativement léger. C'est 5 GeV, 5 fois la masse. Donc, ça veut dire que le Higgs va donner B bar en priorité. Donc, la désintégration prioritaire, c'est Higgs en quelque chose que j'appelle B bar, quelque chose qui a le nombre quantique du quark B, et ça, c'est le nombre quantique de l'anti-B, conserver le nombre quantique. Donc, B bar. Alors, mais je dis, les masses de ces B, c'est de l'ordre de quelques GeV, pas très très lourd. Donc, il y en aura beaucoup, mais pas. Vous voyez, il y aura. Si le Higgs est très lourd, comme je dis, il y aura des B de très grand angle, on va le voir. Mais si le Higgs a la mauvaise idée d'avoir 130 GeV, comme c'est probablement le cas, ou 120 GeV, quelque chose comme ça, près de la limite expérimentale. Mais il y en aura de B bar toujours, mais seront B bar, il y en a de toute façon dans les LHC. Chaque collision va produire des B bar. Et lorsque vous identifiez un B bar, il ne vient pas avec une étiquette « je viens de la désintégration de Higgs ». Tous les B sont les mêmes. Donc, plus le Higgs est léger, plus le bruit de fond de B bar devient énorme. Donc, il arrive un moment, si vous calculez ce bruit de fond, que vous ne pouvez plus détecter le Higgs par cette voie. Donc, s'il est léger, les gens cherchaient une autre voie de désintégration, qui est en fait celle qui est la plus favorable, après beaucoup de calculs, c'est H en 2 gamma. Il va se désintégrer en donnant 2 photons, comme le pi0 donne 2 photons. Sauf que le rapport de branchement, ici, par rapport à là, c'est 10 puissance moins 3. Vous perdez déjà un facteur 1000. Mais vous avez beaucoup moins de bruit de fond, parce qu'il n'y a pas tellement de photons qui se baladent dans le truc. Il y a énormément de hadrons, parce que vous commencez par des hadrons, il n'y a pas tellement de photons. Donc, vous perdez en rapport sur signal sur bruit, vous gagnez en signal sur bruit, vous perdez en signal pur, n'est-ce pas? Bon, à partir de 130-140 GeV, vous gagnez ici, vous perdez ici. Et si c'est plus lourd, vous gagnez ici, vous perdez ici. Voilà en gros le truc. D'accord. Donc, de toute façon, c'est une expérience difficile. Les gens comptent 2-3 ans de données, etc. Donc, voilà la première partie de ça. Donc, si vous voulez, c'est la première chose qu'on pense vraiment avoir. Maintenant, question. Et si on n'en trouve pas de Higgs, s'il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui, dans les données d'aujourd'hui, simulent la présence d'un Higgs. Par exemple, supposons que les gens avaient élaboré toute une série de théories là-dessus. Supposons qu'il existait, que le Higgs n'existe pas, qu'il n'y a pas de particules scalaires élémentaires, disons, de champs élémentaires. Mais par contre, qu'il y a des espèces de quarks nouveaux, très lourds. Et ce que vous croyez être une particule scalaire, c'est en fait un état lié, quark and quark. N'est-ce pas, une espèce d'état lié. Après tout, le même genre de mécanisme, vous l'avez par exemple dans BCS, en supraconductivité. Il y a quelque chose d'analogue. Mais il n'y a pas un champ scalaire quelque part. C'est les paires de Cooper, c'est 2 fermions qui jouent le rôle d'un champ scalaire. Donc c'est probablement la même chose. Il y a des fermions lourds quelque part qui se baladent. Mais on appelait ça des techniculaires. C'est des mots idiots parce que les gens voulaient simuler ce qui
on appelait couleur le nombre quantique de la chromodynamique quantique, donc il faisait une autre chromodynamique quantique, sauf que technicolor, ce n'est pas une autre sorte de couleur, c'était un procédé industriel pour fabriquer de la couleur ordinaire. Donc, c'était pas bien choisi le mot, mais enfin, il est resté. Donc, imaginez, je dis qu'il y a des espèces de fermions lourds qu'on n'a jamais vus et dont les étaliers jouent exactement le même rôle que les Higgs qu'on s'attend. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Mais là, ce sera vraiment... si vous avez tout ça, c'est des interactions fortes que vous avez là. Donc les interactions fortes, ce n'est pas une particule que vous allez voir, ce n'est pas un Higgs, mais toute une série, parce que les interactions fortes ne vont pas fabriquer un étalier, ils vont fabriquer toute une spectroscopie d'étaliers. Donc, bon, les gens ont étudié ça. Ça n'a pas l'air de marcher expérimentalement pour l'instant très bien, mais ce n'est pas en plus totalement exclu. Donc, peut-être qu'il y a une surprise là-dessus. Donc, j'ai dit, première hypothèse, oui. Question, oui. Oui, vas-y. Tu as écrit EV carré ici à Miami. Oui. Pardon, vas-y. Oui. Tu as mis une masse au photon? Oui, bien sûr. Ah oui, le photon, il n'y a pas de masse. Non, mais bon, c'est vrai, ça c'était l'exemple. Mais les autres, le W et le Z, non. Voilà. Je fais le même mécanisme pour les interactions faibles, pas pour les interactions électromagnétiques. Je m'excuse, tu as raison, je dis le dit. Ça, c'était pour vous donner. Le mécanisme n'est pas pour l'électrodynamique, c'est pour les interactions faibles. Donc, pardon, oui. Oui, une question tout simple. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bosons? Oui, il peut en avoir plusieurs. Et d'ailleurs, dans le modèle que je vais parler maintenant, dans les dernières 10 minutes, il y en a 5, spécialement. Enfin, le nombre est fixe, 5, pas mais après, on peut en voir aussi d'autres. Donc, ici, je parlais donc maintenant de qu'est-ce qu'on attend voir dans la chaise. Je dis, on attend voir le Higgs, et je répète que le Higgs, c'est... Donc, première chose, Higgs. Et je répète que le Higgs, c'est l'origine des masses dans tout l'univers, n'est-ce pas? C'est ce mécanisme qui donne des masses partout. Et lorsque j'écris Higgs, je mets entre guillemets parce que ça peut être soit élémentaire, soit composite, n'est-ce pas? Ça peut être des tas de choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir? Alors, oui, on pense que si... Donc, je vais faire la logique de ce raisonnement un peu clair parce que ça a l'air d'être un peu compliqué. Je reprends. Les données d'aujourd'hui, tout ce qu'on sait jusqu'aujourd'hui, sont incompatibles avec, disons, sans avoir quelque chose qui simule la présence d'un Higgs. Donc on sait qu'il y a certainement quelque chose qui ressemble à un Higgs. Première constatation. D'accord. Alors, c'est quelque chose, ça peut être un Higgs élémentaire. Ou ça peut être quelque chose de plus compliqué, et il y a des théories là-dessus. Supposons que c'est un Higgs élémentaire. Dans ce cas, on a une vision, pour l'instant, tout marche bien. On peut. Mais maintenant, supposons que je le trouve demain, le Higgs, et qu'il y a 150 GeV de masse. D'accord. Je vais reprendre le même argument. Je vais dire, bon, maintenant j'ai quelque chose de données qui fit tout ce qu'on connaît, mais pareil, la connaissance maintenant de la physique jusqu'à 150 GeV me permet de dire quelque chose au-delà. Et qu'est-ce qui me permet de dire? Je dis donc, s'il y a Higgs élémentaire ou non. Donc, un A, Higgs élémentaire. Alors, si Higgs est élémentaire, je refais l'argument de théorie des champs. Ça veut dire je calcule les corrections de ma théorie, n'est-ce pas, sur maintenant la théorie complète, y compris les Higgs. Jusqu'à maintenant, je le faisais sans les Higgs. Maintenant, je le fais avec les Higgs. Et qu'est-ce que j'obtiens? Pareil, qu'il y a une nouvelle physique, certainement, qui doit arriver à l'échelle du TeV, maximum.
Pourquoi? Parce que justement, un Higgs élémentaire qui est léger, disons moins de 200 GeV, ne peut pas rester léger par les corrections radiatives. Il a tendance à devenir de plus en plus lourd. Donc, je ne veux pas faire ces corrections radiatives parce qu'elles sont un peu longues à faire, mais ce n'est pas difficile à faire, c'est essentiellement l'analyse dimensionnelle, il suffit de vous convaincre. Donc, le résultat de cette analyse, c'est que cette théorie-là, avec un Higgs élémentaire, est instable, sans avoir encore une physique nouvelle supérieure. Alors, quel genre de physique nouvelle supérieure? Ben, j'en sais rien. Oui. Qui observera expérimentalement, ça sera celui qui sera déjà réhabillé. Donc, Non, c'est pas habillé ou non. C'est pas ça la question. C'est pas ça que je veux calculer. Je vais calculer prenons le cas comme ça. La théorie des champs, c'est une théorie qui me dit, n'est-ce pas, quelle est la physique jusqu'à une certaine échelle que je connais. Supposons que tu pousses l'échelle, tu dis, bon, 10 TeV, n'est-ce pas? Donc, ou 100 TeV, ou 1000 TeV, ça n'a pas d'importance. Mais il y a toujours... C'est pas une théorie qui te dit que tu connais la physique à toutes les échelles, parce que c'est clair que tu ne la connais pas. En gros, il y a certainement une échelle au-delà duquel ta théorie certainement se casse la figure, c'est la masse de Planck, là où de toute façon, ta théorie va se casser la figure quelque part. Donc, tu calcules jusqu'à cette échelle. C'est ça l'idée. Alors, donc, je dis quel genre de choses peuvent stabiliser cette théorie, donc qui ne permettent pas de Higgs. Une idée que les gens ont développée en grande partie dans ce labo, c'est Pierre Fayet, c'était ce qu'on appelle la supersymétrie. Alors, quelle est la supersymétrie? Dans les théories de jauge, on a vu qu'il y avait dans la première conférence, il y avait 3 espèces de particules. Ce que j'appelais la radiation, qui sont les bosons de jauge qui transmettent les interactions, le photon, le W, Z, le gluon, etc. Il y avait la matière, et ça c'est spin 1. Matière, ça c'est spin 1,5, c'est quarks et leptons, et Higgs, spin 0. Je connais tout sur la radiation parce que ça c'est des objets, à partir du moment où vous dites que c'est des théories de jauge, c'est l'F mini carré, c'est tout ce qu'il y a à écrire, vous savez tout là-dessus. C'est des objets géométriques, c'est la géométrie qu'on avait introduite la première fois qui vous détermine tout sur la radiation. Vous connaissez beaucoup moins de choses sur la matière. Parce que vous ne savez pas, par exemple, on ne sait pas pourquoi, à la première conférence, on avait parlé qu'il y a 3 familles de matière. Pourquoi 3 et pas 17? Pourquoi déjà 3 et pas 1? Après tout le monde qu'on connaît est fabriqué à partir de la première famille. Les protons, neutrons, enfin, tout ça, c'est la première. Pourquoi les autres existent? On n'en sait rien. D'accord. Donc, vous ne savez pas combien... Ici, vous savez tout. Vous ne pouvez pas ajouter un photon supplémentaire. Il faut un autre groupe, une autre géométrie. Tandis qu'ici, vous ne savez rien. D'accord. Alors, par contre, si vous les ajoutez, vous connaissez les interactions avec la radiation. Parce que c'est le dérivé covariante qu'on avait écrit là. Pour les Higgs, vous connaissez encore moins. Vous ne savez pas combien il y en a. Donc, voilà. Vous ne savez pas s'ils sont élémentaires ou composites. Vous ne savez pas aussi leurs interactions. Vous voyez, les Higgs ont des interactions lambda ici, n'est-ce pas, de constantes nouvelles. Aucune idée combien elles sont, combien ça vaut, rien. D'accord. Donc, vous voyez que ici, vous avez un arbitraire qui croît au fur et à mesure. Alors, bon, l'idée de plusieurs personnes, c'était essayons d'inventer une symétrie qui relie ce monde. Ça veut dire qu'il met ensemble des particules de spin entier, donc par exemple la radiation spin 1, spin 0, et des particules de spin demi-entier, qui sont les quarks et les... Et vous voyez, ça c'est une drôle de symétrie. Parce qu'une symétrie, normalement,
Une minute, je prends. Une symétrie, normalement, vous l'écrivez comme ça, vous dites, vous avez des champs finis avec des indices ici, et vous dites le changement infinitésimal d'un champ, supposons qu'il se transforme de façon linéaire, ça sera, disons, les paramètres θ que vous avez, avec des matrices numériques. D'accord? Donc, ça veut dire que le changement infinitésimal sur un champ, c'est une combinaison linéaire des autres, avec des matrices numériques. Et ici, c'est les paramètres qui déterminent les angles de rotation, par exemple, c'est de rotation. Mais vous voyez, si les angles en question, c'est des angles, c'est des nombres, ils vont mélanger des bosons avec des bosons, des fermions avec des fermions, mais jamais les deux. Donc, si vous voulez mélanger comme on le fait ici, il ne doit pas être de nombres. D'abord, ils doivent avoir un spin et demi, si vous voulez changer le spin. Vous devez commencer par le spin 0 ici et vous voulez passer à un n demi ici, eh bien, il faut que celui-là soit un spin et demi. Mais il ne suffit pas que ça soit un spin et demi. Parce qu'il faut changer pas seulement le spin, mais aussi la statistique. Il faut passer de bosons aux fermions. Et vous voyez, les fermions, c'est des choses qui anticommutent, tandis que les bosons commutent. Donc, ces espèces de paramètres doivent être des spins, des objets qui ont spin et demi et qui anticommutent. C'est de drôles d'objets, parce qu'un objet classique qui anticommute, son carré est égal à 0, mais il n'est pas nul. Parce que justement, il anticommute, ce n'est pas un nombre. Il ne faut pas le voir comme un nombre, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas évident qu'une telle symétrie est possible, mais en fait, elle existe. Elle existe. On peut la formuler de façon cohérente mathématiquement. Et pas seulement on peut la formuler, mais on a découvert que ces théories qui ont cette symétrie ont des propriétés absolument merveilleuses du point de vue mathématique. C'est vraiment tout un monde de théories mathématiques extraordinaires qui s'est ouvert avec ces théories-là et qu'on n'est pas encore d'ailleurs terminé à explorer du point de vue purement mathématique et théorique. Donc ça, c'est des théories supersymétriques. Mais nous, ici, on s'intéresse pas seulement à leurs propriétés mathématiques, disons, bon, c'est très bien, mais aussi à leur signature expérimentale. Est-ce parce que c'est bon d'être... on est convaincus tous que la beauté mathématique va trouver sa place en physique. Mais il faut quand même que ça soit vérifié expérimentalement. Donc, quelle est la signature expérimentale? Eh bien, c'est Pierre Fayet qui a beaucoup étudié cette question ici dans cette école. Et il a découvert qu'en fait, la façon de faire d'appliquer cette symétrie dans la physique, c'est de supposer justement qu'il y a tout un monde, que chaque particule a des partenaires supersymétriques. Donc, c'est de nouvelles particules, on les verra comme des partenaires de nouvelles supersymétriques. Et il y a un nombre quantique que Fayet avait appelé le nombre R, symétrie R, comme une espèce de parité, qui est conservé dans son modèle. Et donc, ces nouvelles particules sont produites en paires. Et la plus légère de ces particules nouvelles doit être stable. Et ça, c'est très important. Vous avez une particule stable qui pourrait avoir des masses de quelques dizaines de G, donc assez lourdes. Ça tombe juste parce que ça résout le problème de la matière noire de machin. C'est justement ce qu'il nous faut, une particule relativement stable. Ça peut être métastable avec une trop longue vie moyenne, ça marche aussi. Mais prenons stable, qui est plus simple, et qui résout justement totalement le problème de la matière noire. Mais, vous voyez, ça donne maintenant d'autres contraintes, parce que si vous produisez ces particules super lourdes, n'est-ce pas, super lourdes, ça veut dire de nouveau 200 G ou 300 G, pas en paires, et ils vont donner des choses, ils vont se désintégrer, mais ils vont donner en particulier des particules, la dernière, ils peuvent se désintégrer en cascade. La dernière étape de la cascade, ce sera cette particule stable neutre. Elle, comme elle interagit très peu, elle va quitter le détecteur, vous n'allez pas la voir. Donc le signal, c'est ce qu'on appelle missing energy and missing transverse moment. Ça veut dire que vous allez manquer
il y a de l'impulsion transverse manquant. Vous allez trouver des événements où vous ne pouvez plus faire la balance de conservation énergie-impulsion. Il y a des choses qui manquent. Mais il faut être sûr pour avoir ça. Bon, d'abord, donc ça, c'est un critère de déclenchement. Si vous avez des événements où l'énergie-impulsion, surtout à grand angle, n'est pas conservée, c'est un critère. Mais vous devrez être sûr que vous n'avez pas raté des choses. Ça veut dire que vous devez avoir un détecteur qui est hermétique, qui n'a pas de trou. Parce que sinon, une particule ordinaire qui passe à travers un crack, un trou du détecteur, vous l'avez perdu, il va simuler ça. Donc ça, c'est un critère pour la construction des détecteurs, d'avoir justement des détecteurs qui sont absolument hermétiques. Alors, maintenant, quel est le bruit de fond là? Mais si, les neutrinos font exactement pareil. Un neutrino va quitter le détecteur, il ne va pas interagir. Donc il faut calculer toutes les sources, mais les neutrinos sont des particules connues, donc il faut calculer exactement toutes les sources qui peuvent donner des neutrinos comme ça et être sûr de contrôler ce bruit de fond. Encore un problème de calcul non trivial à résoudre. Bon, donc ça c'est la deuxième étape, donc c'est de voir de façon paradoxale, ce sera plus facile de découvrir si la supersymétrie est là. On va la découvrir bien avant le boson de Higgs. Parce qu'on n'a pas cet énorme bruit de fond comme ça. Et en plus, les sections efficaces de production sont beaucoup plus grandes. Parce que si vous avez des partenaires de gluons ou de quarks, ce sont des partenaires qui ont des interactions fortes comme les autres, donc sont produites en pagaille. Donc vous aurez des sections efficaces de production qui sont énormes. Et donc, si vous avez beaucoup d'événements, vous avez plus de chances de détecter quelque chose. Donc voilà, je m'arrête ici. Donc ça, c'est deux voies possibles, donc, qui sont les plus développées, disons, du point de vue théorique, qu'on a les plus étudiées. Donc, il y a le Higgs élémentaire avec supersymétrie, ou Higgs composite avec des interactions nouvelles qui sont moins connu de point de vue formel. On a moins de modèles exacts, mais enfin, ça, on ne va pas les rater. S'il y a des interactions fortes à ces énergies-là, on va les voir en pagaille. Donc voilà. Et on va. C'est toi qui parles la prochaine fois? Oui. Non. Je dois partir. Parce qu'il y a d'autres spéculations aussi qui sont encore plus intéressantes et excitantes. Et Costas va vous en parler. La dernière fois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Elle commence par la première. Oui. Vas-y. Deux questions bien sûr naïves. Si la particule supersymétrique la plus légère est si légère, légère, ça veut dire 40 ou 50 GeV. Hein? Elle était dans la portée du LEP. Oui, bien sûr. Alors pourquoi on ne l'a pas vue? Mais non, mais parce que justement, écoute, s'il y a un nombre quantique nouveau, c'est une particule neutre. Donc, tu ne le produis pas directement par les interactions électromagnétiques. Tu ne peux coupler directement au photon. Donc, tu ne vas pas le produire comme ça. Donc, ce que tu dois produire, c'est les particules chargées qui ont le même nombre quantique qu'elles. Si elles sont plus lourdes, tu ne les produis pas. Après tout, pense, on a découvert le lepton tau qui fait rien du tout. Hein. Quelques GeV, 3 GeV, très récemment, pendant des siècles, l'humanité a vécu sans connaître, et pourtant son neutrino a une masse nulle, ou presque nulle, d'accord? Et on a vécu pendant des siècles sans le connaître. Pourquoi? Parce que son partenaire était un peu plus lourd. Donc, on peut baigner dans des mers de particules neutres relativement légères si on ne peut pas les produire si leurs partenaires sont lourds. Deuxième question encore plus naïve, tu as dit, je crois, dans la séance précédente, qu'on allait tenter un run d'1 an avec le LEP à 3,5 GeV. Pas le LEP, avec le H. À 3,5, oui. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il sorte le X. Le Higgs, non, aucune chance dans ce rang-là. Par contre, la supersymétrie, oui. Si elle est là. Ah non, le Higgs, je te dis, il faut 2-3 ans de rang. Surtout que maintenant, le Tevatron fait descendre. Comme je dis, c'est plus facile de voir un Higgs lourd qu'un Higgs léger.
Et le tévatron a presque exclu la partie Higgs lourd. Je dis presque parce que c'est deux trois déviations standards, ça dépend quel est le degré de confiance que tu as. Mais en fait, presque exclu. Donc c'est vraiment un Higgs léger. Et là, c'est la partie dure. Il faut chercher ce signal. Bon, je viens de le faire, c'est H en 2 gamma. Et là, tous les expérimentateurs disent qu'il leur faut au moins 3 ans de travailler comme de but. Pour arriver. Là, ce sera un événement sur 10 puissance 12 ou 13 collisions, quelque chose comme ça. Tu mettras à compter. Il y a donc, si je ne me trompe pas, 10 puissance 9 collisions par seconde, donc ce sera un événement par jour à peu près. Oui, mais il faut le chercher. Non, attends. Ça, il faut mettre en plus le rapport de branchement qui est 10 puissance 23, que je dis, n'est-ce pas? Donc, non, ça, c'est pour les deux que tu auras, mais il faut le chercher. C'est pas tu vois, d'avoir un événement par jour, c'est pas que l'événement, tu le vois, c'est que tu l'as. L'intérêt, il faut un signal. Ce bruit, il faut chercher. Il y a un bruit de fond, toujours. Il faut donc avoir beaucoup d'événements pour arriver à sortir un bruit de fond. Bon, ils disent 3 ans, je leur fais confiance qu'ils ne sont pas trop pessimistes. D'accord. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Trop optimiste. Non, je dis qu'ils ne sont pas, et je suis sûr qu'ils ne vont pas le faire avant. Il va le prendre probablement plus, certainement pas moins. C'est ça que je veux dire. D'autres questions? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec le boson de Goldstone qui se cache là-dedans? Ici, c'est le boson de Goldstone, serait disons, avant de mettre le Higgs, avant de mettre le boson de jauge, ici, dans la symétrie globale, le boson de Goldstone, c'est le Phi2. D'accord? C'est celui qui a de masse nulle. Et alors, peut-être, je dis pour tout le monde, il y a un théorème qui est dit à plusieurs personnes, mais qui porte à la fin le nom de Jeff Goldstone. D'accord? Le théorème a été démontré à plusieurs étapes. Mais c'est Jeff Goldstone qui a donné la formulation. Alors, le théorème dit que chaque fois que vous avez une symétrie brisée spontanément, comme ça, vous avez dans le spectre d'excitation, il y a une excitation de masse nulle. Ça veut dire que le spectre va jusqu'à 0. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le mass gap. Il n'y a pas ça ne va pas jusqu'à ça. Alors, ici, si vous regardez, si vous faites le calcul, ce sera le Phi2 qui a le... Maintenant, dans les hypothèses du théorème, c'est que vous avez une théorie qui était invariant relativiste et avec un espace d'état en métrique positive. Si tu ajoutes la théorie de jauge, les deux exigences sont contradictoires. Tu ne peux pas à la fois satisfaire l'invariance explicite de Lorentz et la positivité de la métrique. Donc tu échappes à ce théorème. Et ce qui se passe, en fait, c'est un truc assez marrant, c'est que je suis allé trop vite. Là, je dis que le boson de jauge devient massif. Et personne n'a demandé comment c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on sait que, prenons un photon, on connaît tous. Un photon qui a de masse nulle a 2 degrés de liberté, de polarisation. Il y a le champ électromagnétique, la polarisation est transverse, il n'y a pas de longitudinale. Et ceci est vrai aussi. Donc il y a 2 degrés de polarisation. S'ils deviennent massifs, il doit en avoir 3. Parce qu'un spin 1 massif a 3 degrés, il y a 3 projections du spin possible, n'est-ce pas? Plus 1, moins 1, 0. Donc, qui a donné le degré de liberté supplémentaire? Eh bien, c'est le degré de liberté de celui qui serait le boson de Goldstone. Donc, le Phi2, ici, disparaît de la bagarre dans cette histoire et permet à mu d'acquérir un degré de polarisation supplémentaire. Donc maintenant, il n'y a plus de boson de Goldstone, mais le boson de jauge est devenu massif.
D'accord. Merci. Donc la supersymétrie, puisque vous avez posé pour répondre à votre question, est dans le modèle de Fayet, il y a 5 bosons de Higgs qui restent à la fin, physique. Il y a, dans le modèle standard, disons, le plus simple, il n'y a qu'un seul qui est neutre. Dans le modèle de Fayet, il y a 3 neutres et 2 chargés. Un plus, un moins et 3 neutres. Et c'est le plus simple supersymétrique. Après, on peut le rendre plus compliqué en ajoutant d'autres. Bon, alors, merci beaucoup.